Tout a commencé à l'époque où je présentais une émission sur l'histoire des jeux appelée Archéoludique. Lors de cette émission, un convecteur temporel déréglé me fit passer de 1954 à un autre espace-temps. Heureusement, je suis aidé par le doc, mon ami qui me suit depuis le début. Malheureusement, le doc est un hologramme et je suis le seul à pouvoir communiquer avec lui. Bref, je me promène à travers le temps, passant de l'histoire d'un jeu à un autre, en essayant de connaître leurs origines passées. Et j'espère à chaque fois que mon prochain saut dans le temps me ramènera chez moi et me permettra de retrouver les miens. Oh fichtre. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode d'Archéoludique. Aujourd'hui ensemble, nous allons parler du Texas Hold'em Poker. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons, comme à l'accoutumée, vous parler un petit peu d'un accessoire indispensable pour pouvoir jouer au poker, c'est-à-dire les cartes. Allez, en avant la musique! Les plus anciennes cartes à jouer connues sont d'origine chinoise et sont apparues durant la dynastie Tang, entre le 7e et le 10e siècle. Au commencement, les cartes semblaient être utilisées pour des pratiques divinatoires. Les cartes chinoises correspondent à 3 types de jeux, les cartes domino, monétaires et d'échecs. Il est fort possible que les cartes à jouer arrivent en Europe par l'intermédiaire des milices d'esclaves égyptiennes à la fin du XIVe siècle. Les premières cartes à jouer apparues en Europe viendraient de Catalogne en 1371. Les enseignes françaises, trèfle, carreau, cœur et pique, sont introduites à la fin du XVe siècle pour avoir une reproduction plus facile à moindre coût de fabrication. Au début, le fabricant de cartes est appelé tailleur d'histoire, pour devenir ensuite un cartier. À l'époque, chaque pays d'Europe modifie les enseignes des cartes pour correspondre aux valeurs de son propre pays. L'Italie avec les pièces, bâtons, coupes et épées, l'Allemagne adopte les cœurs, cloches, glands et feuilles, les Suisses les cloches, les glands, les roses et les boucliers. Le jeu de cartes se répand très vite à travers toute l'Europe grâce au progrès de l'imprimerie. Le jeu de cartes français devient vite le standard international pour une innovation clé, diviser le jeu en 2 couleurs, le noir et le rouge. Les plus gros producteurs de cartes se trouvent à Lyon et à Rouen, et les dessins de Rouen deviennent la base des cartes standards et sont utilisés comme base pour les dessins des cartes anglaises, qui deviendront ensuite les cartes américaines telles que nous les connaissons aujourd'hui. L'État, voyant que les jeux de cartes deviennent populaires, décide donc de les taxer. C'est à ce moment-là que l'as de pique en Angleterre se différencie des autres cartes. Il prit le nom de All Freeze et devait être acheté séparément pour payer la taxe sur le jeu. Durant le XIXe siècle, les cartes françaises prennent l'apparence symétrique que l'on leur connaît aujourd'hui. Les dessins sont ceux dits de Paris, depuis déjà plus d'un siècle. Vers la fin du XIXe siècle, les jokers sont ajoutés aux jeux américains et au début du XXe siècle dans les jeux français. Pourquoi y a-t-il 52 cartes dans un jeu de cartes ? Les 52 cartes sont là pour représenter les 52 semaines de l'année, les 4 couleurs pour les 4 saisons, et si l'on cumule les points de toutes les cartes, hors joker évidemment, on obtient le chiffre de 364 pour les jours de l'année. Le poker serait issu d'un jeu appelé As-Nas, venu de Perse du XVIe siècle, mais certainement aussi du jeu de la prime ou du brelan joué en Europe à la même époque. Ces 2 jeux consistaient à créer une combinaison de 5 cartes parmi 4 cartes que vous aviez dans la main, en remplaçant une ou 2. Il y a également un système de cagnotte, qui peut être remporté soit par la meilleure combinaison, soit par le meilleur nombre de points attribués à celle-ci, pour départager les joueurs. Le nom du jeu poker serait issu d'un jeu allemand appelé Poken, qui signifie frapper, jeu pratiqué au XVe siècle, qui semble une ancienne version du poker, tant il est proche par ses règles et par ses tactiques de jeu. Au XVIIIe siècle, le POC, adaptation française du jeu allemand, présente certaines affinités intéressantes avec le jeu du poker. Il aurait été importé aux États-Unis par les Français, via la Louisiane, à l'époque où celle-ci était encore française, et serait de manière plus certaine aux origines du poker. Au XIXe siècle, le poker se propage dans tous les États-Unis. Il se répand rapidement dans le Grand Ouest américain à l'époque de la ruée vers l'or, pour faire partie ensuite intégrante du mythe de la conquête de l'Ouest. Le poker est le jeu pratiqué par les cow-boys et les aventuriers qui sont venus tenter leur chance dans cette région. Il devient par la suite le jeu des soldats durant la guerre de sécession, pour devenir le jeu le plus populaire de tous les États-Unis. C'est à cette époque que se stabilisent les bases mêmes du poker, les pokers fermés, les draws, et les pokers ouverts, les studs. En France, le poker fermé est particulièrement pratiqué pour devenir complètement désuet par la suite. Il faudra attendre le XXe siècle pour voir apparaître le Texas Hold'em, la variante la plus utilisée dans le monde aujourd'hui, mais également la plus utilisée dans les compétitions internationales. Et tu savais, quand les dinosaures ils n'arrivent pas à se décider, ils font un tirage aux ors. T'aimes bien être hors sujet, toi, hein ? Ouais. Bon, Doc, on est en quelle année ? 1848, Marty, ouest américain. Non, mais moi, c'est toujours pas Marty, c'est Jean Daoud. oui, Marty. Bon, en plus, moi, ces histoires de poker, j'y comprends rien. Ouvert, fermé, stud, gros.
Oh, mais c'est tout bête! Je vais t'expliquer. Le poker se joue généralement avec un jeu standard de 52 cartes, sans joker. Le but final du jeu de poker est de gagner les jetons, c'est-à-dire l'argent des autres joueurs. Le poker est une succession de coups indépendants les uns des autres. Chaque coup voit la distribution d'un certain nombre de cartes, entrecoupées par des tours d'enchères. Durant ces tours d'enchères, les joueurs s'affrontent en misant leurs jetons. Ces mises et relances constituent le pot. Il est empoché à la fin du coup par le joueur ayant présenté la meilleure main, c'est-à-dire la meilleure combinaison de 5 cartes. Après quoi, un nouveau coup commence. Ok. Et n'oublie pas, Marty, si au bout d'une demi-heure tu n'as pas repéré le pigeon à la table, c'est que le pigeon, c'est toi. Plaît-il? Il existe deux grandes catégories de poker. Le poker fermé, ou draw, où aucune carte n'est visible, sauf celle que tu as dans la main, et le poker ouvert, où certaines cartes sont visibles. Parmi les pokers ouverts, il y a deux grands courants. Les studs, où les cartes visibles sont individuelles, et les hold'em, où les cartes visibles sont communes à tous les joueurs. Fichtre, vous y connaissez drôlement bien au poker, Doc. Tu sais, Marty, on peut tondre un mouton plusieurs fois, mais on peut le dépecer qu'une seule. Le Texas Hold'em, littéralement Texas retiens-les, est une variante du poker. Elle constitue la variante la plus jouée aujourd'hui, notamment sous sa forme no limit, c'est-à-dire sans restriction maximale de mise ou de relance. Bien que peu d'informations soient connues sur son invention, le corps législatif du Texas a reconnu la ville de Robstone, au Texas bien sûr, comme son lieu de naissance, et sa création daterait du début du XXe siècle. Après sa création et sa propagation à travers le Texas, il fut introduit à Las Vegas en 1967 par un groupe de joueurs texans qui comprenait des grands noms du poker de l'époque, comme Doyle Brunson et Ilmario Slim. Durant plusieurs années, le Golden Nuggets fut le seul casino de Las Vegas à proposer cette variante. À cause de sa localisation et de son décor peu engageant, la salle n'attirait pas les clients fortunés et les joueurs professionnels cherchèrent un lieu plus prestigieux. En 1969, les joueurs de Las Vegas furent invités à jouer au Texas Hold'em à l'entrée du casino Dunes sur le Las Vegas Strip. Cet endroit prestigieux et la relative inexpérience des joueurs pour cette variante permirent la démocratisation de ce jeu et un jeu rémunérateur pour les joueurs professionnels. Le Hold'em peut se jouer à deux joueurs en face à face, ce qu'on appelle un heads-up, ou en table complète à 10 joueurs, ce que l'on appelle un full ring. Chaque joueur reçoit deux cartes fermées, donc visibles de lui seul au début de la partie. Progressivement, 5 cartes ouvertes, donc visibles de tous, sont disposées au milieu de la table. Pour gagner au Texas Hold'em, un joueur doit avoir la meilleure combinaison de 5 cartes parmi les 7 dont il dispose. La partie ne peut se terminer que lorsque les 5 cartes ouvertes, le flop, le tournant et la rivière n'ont pas été toutes distribuées, sauf si les joueurs jettent leurs cartes et font ce qu'on appelle donc un fold. La partie se terminera lorsque le croupier ou le dealer aura distribué la rivière, puisque le joueur dispose de 7 cartes pour pouvoir faire la meilleure combinaison. Le poker et ses variantes ont donc leur code et leurs termes. Que ce soit fold, river, tapis, il faut les connaître pour pouvoir jouer. Nous parlons de combinaison depuis tout à l'heure, je vous propose que nous regardions ensemble ce que nous appelons la hiérarchie des mains. Pour gagner un pot au poker et au Texas Hold'em, il faut donc avoir la meilleure main. Voici donc la hauteur des mains. La meilleure main que l'on puisse avoir s'appelle la quinte flush royale. Elle est constituée d'une suite colorée à l'as, on entend par coloré des cartes ayant la même enseigne, soit que des piques, des cœurs, des trèfles ou des carreaux. Elle est formée de 5 cartes, as, roi, dame, valet et 10. Nous trouvons ensuite la suite colorée, mais on l'appelle le plus souvent quinte flush. C'est donc une suite de cartes de même couleur, 5 cartes se suivant de la même enseigne. Après, il y a le carré, ou appelé le poker en anglais. 4 cartes du même rang, accompagnées d'une carte quelconque. La main pleine, plus couramment appelée full, est formée d'un brelan et d'une paire. Pour la décrire, on donne d'abord le rang du brelan, puis celui de la paire. Par exemple, vous voyez à l'écran un full roi par les as. La couleur, flush en anglais, est formée de 5 cartes de couleurs identiques, qui ne forment évidemment pas une suite. Pour la décrire, on donne la couleur et le rang de la plus haute carte, comme par exemple la couleur à l'as que vous voyez s'afficher. La suite, parfois appelée quinte en français, ou straight en anglais, est formée de 5 cartes de rang consécutif. Pour la décrire, on donne le rang de la plus haute carte, comme par exemple la suite au roi qui s'affiche. Il ne peut pas y avoir une double connexion sur l'as. La main roi, as, 2, 3, 4 n'est pas une suite valable. Autrement dit, une suite contenant un as doit forcément se terminer ou débuter par l'as. Le brelan, ou Tree of a Kind en anglais, est formé par 3 cartes de même rang et 2 autres cartes différentes l'une de l'autre. Pour le décrire, on donne le rang du groupe de 3 cartes, comme par exemple à l'écran, un brelan de valet. La double paire, ou two pairs en anglais, est formée par 2 paires. Pour les décrire, on donne le rang de la paire de cartes la plus forte, puis la plus basse ensuite.
comme par exemple à l'écran la double paire de rois par les 8. La paire, pair en anglais, est formée par 2 cartes de même rang et 3 autres cartes quelconques dont le rang est différent de la paire. Pour la décrire, on donne le rang de la paire de cartes, comme par exemple une paire de 8. Pour finir, une main carte haute, parfois appelée hauteur ou height card en anglais, est une combinaison de 5 cartes ne formant aucune des combinaisons que nous avons citées. Pour la décrire, on donne le rang de la carte la plus haute que nous possédons, comme par exemple un roi. Certaines mains au poker ont des noms particuliers. Elles ne changent rien au jeu, mais portent un petit surnom. En voici quelques exemples. L'American Airlines ou Rocket, surnom donné à la paire d'As. C'est la meilleure main qu'un joueur puisse recevoir avant le flop. Le Big Slick ou le Anna Kournikova, surnom donné à la main As-Roi, As-King en anglais. Depuis l'arrivée d'une nouvelle génération de joueurs, cette main est surnommée Anna Kournikova, car elle est très jolie mais elle ne gagne que très rarement. Blackjack ou Jackass, As-Valet. Le nom de Blackjack vient du jeu du même nom, où un As et une tête, comme un valet, Jack en anglais, donne le meilleur score, soit 21. Love, mariage ou royalty sont le roi et la dame de cœur. Cowboy ou King Kong, surnom donné à la paire de rois, les kings en anglais. Ladies, twin sister ou cowgirl, les dames ou les sœurs jumelles, c'est le surnom donné à la paire de dames. Jesse James ou Hooks ou Jean-Jean, c'est le surnom donné à une paire de valets. Dimes ou binary, c'est le surnom donné à une paire de 10. Titi, Ten ou Pocket Tin ou encore TNT pour Tend and Ten. La route 66 est le surnom que l'on donne à une paire de 6. Nous trouverons également le Kojak pour un valet et un roi, le Canine pour un roi et un 9, le Moton ou Jackson 5, surnom donné à la main valet 5, au Texas Hold'em en référence à la Moton, maison de disques du groupe Jackson 5. Le Hammer, surnom donné à la main 2-7 dépareillée, du fait qu'elle soit considérée comme la plus mauvaise main de départ possible. Il y en a encore beaucoup d'autres. Je crois en ta main, Marty, ne te couche pas. Jean Daoud. Tu parles tout seul, pied tendre? Oui, oui. Joue au lieu de faire le guignol. Moi, ils ne me voient pas, ils ne m'entendent pas, mais toi, quand tu me réponds à haute voix, ils t'entendent. Je relance de $100. Suivi. Suivi. Je me couche. Check Marty et relance ensuite pour les bluffer. Check. Je mets $100. Oh. Suivi. 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 Tes paroles, Marty, t'es toujours dans la course. Non, je vais me coucher. Tu parles au seigneur, pied tendre? Je passe. Tapis. Tapis. Je me couche. Paye, Marty, paye. Mais non, je peux pas faire ça. Si je fais ça, je vais me faire couler. Fais-moi confiance, mets ton tapis, Marty. Fais-moi confiance, mets ton tapis. Jean Daoud. Tapis. Il y a un aspect fondamental du poker que nous n'avons pas encore évoqué ensemble, les mises. Le poker ne serait pas le poker sans qu'il y ait de mise ou dite de mise forcée sur la table. Et il en existe de plusieurs sortes. Avant de recevoir leurs cartes, les joueurs doivent placer une mise forcée sur la table. Elles sont de 3 sortes, les antés, les blindes ou le bring-in. On peut les utiliser toutes les 3 dans une même partie et dans cet ordre. Il faut savoir qu'en tournoi, les mises augmentent par palier. Tout d'abord, l'anté. L'anté, du latin « avant », est une mise forcée posée par les joueurs autour de la table pour pouvoir participer au coup. Elle ne modifie pas l'ordre de parole et représente généralement 10 à 20% de la grosse blinde. En tournoi, l'arrivée de l'anté après quelques tours de blinde donne souvent l'impulsion aux tentatives de vol des blindes lors des enchères. Ensuite, les blindes. Les blindes sont posées par les 2 joueurs à gauche du donneur. Le premier pose la petite blinde et le second la grosse blinde, valant le double de la petite. Elles autorisent les joueurs à parler en dernier lors du premier tour d'enchère. Le joueur placé à gauche de la grosse blinde est appelé joueur UTG, qui signifie Under the Gun, sous le canon en français. Car devant jouer le premier, il n'est pas dans une position très confortable pour le premier coup. Certaines variantes autorisent l'option, qui consiste pour le joueur UTG à miser le double de la grosse blinde avant d'avoir reçu ses cartes, ce qui lui permettra de parler le dernier lors du premier tour d'enchère. La grosse blinde représente également la mise minimale que les joueurs pourront mettre sur les tours d'enchère suivants. Pour finir, le bregging. Le bregging, ou apport en français, est une mise forcée utilisée dans certaines variantes de type stud et qui doit être posée selon certaines conditions, généralement le joueur ayant la carte ouverte la plus faible. Toutes ces mises servent lors des tours d'enchères. Les enchères déterminent la manière dont chaque joueur, à son tour, est autorisé à miser ses jetons. Le principe de base est qu'un joueur doit suivre le même montant que le dernier relanceur pour rester dans le coup. S'il ne le fait pas, il passe, perd ses mises et il est sorti du coup.
Si aucun joueur n'a misé avant lui, attention, au premier tour d'enchère, la grosse blinde doit être prise en compte, il peut faire parole, c'est-à-dire attendre une éventuelle relance d'un autre joueur pour miser lui-même. Si tous les joueurs sont de parole, le tour d'enchère se termine. Un joueur peut également relancer, c'est-à-dire miser plus sur le coup. Une relance doit valoir au moins le montant de la grosse blinde et au moins le montant de la plus forte relance du tour en cours. En no limite, il n'y a pas de montant maximum de mise. Un joueur peut donc annoncer son tapis, même si c'est à lui de parler. Si un joueur n'a plus assez de jetons pour suivre, il peut tout de même rester dans le coup jusqu'au bout en misant ce qui lui reste, il est donc à tapis. Ses éventuels gains sont alors limités en considérant pour lui seul que les autres joueurs n'ont pas misé plus que lui. L'excédent des autres joueurs constitue alors un pot secondaire que ces derniers peuvent continuer à se disputer dans les mêmes conditions. Le tour d'enchère se termine quand tous les joueurs qui pouvaient parler, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas déjà passé ou qui n'ont pas déjà misé leur tapis, l'ont fait et misé le même montant. Dernier aspect du poker qu'il ne faut surtout pas oublier, dont nous n'avons pas encore parlé, est le bluff. Le bluff est une technique de jeu consistant à jouer comme si l'on avait un jeu différent de celui détenu en réalité. Il existe plusieurs types de bluff. Le bluff psychologique se joue sur un coup en particulier. En affichant une ligne de jeu irrationnelle, il peut induire les adversaires en erreur et les pousser à la faute. Selon les cas, il est parfois intéressant de faire croire à un jeu plus faible qu'il ne l'est réellement, type de bluff appelé slow play au poker, pour inciter les joueurs à rester dans le coup. Ou au contraire, faire croire à un jeu plus fort qu'il ne l'est réellement, pour les inciter à se coucher. Le bluff rationnel s'insère dans une stratégie globale. En affichant volontairement un comportement parfois erratique, il entretient l'incertitude des adversaires et les empêche d'analyser de manière précise les lignes de jeu suivies. Par exemple, jouer de façon agressive pour faire croire que l'on bluffe souvent permet de tendre des pièges et de favoriser les erreurs des autres joueurs. Car c'est bien là la particularité du poker, bluffer permet de gagner sans avoir le meilleur jeu. Tu vois, tu ne pouvais que gagner. Oh, fichtre, j'y croyais pas du tout. C'est une question de statistiques. Et moi, les statistiques, ça me connaît, Marty. Marty, mais je croyais que vous mieux. Le tricheur, il est là-bas. Bienvenue au Far West. Si j'étais toi, je me mettrais à courir. Bon, je suis habitué à force. Au fichtre. Merci d'avoir suivi cette vidéo d'archéoludique jusqu'à la fin. Difficile pour nous d'évoquer tous les points et les aspects du poker en une seule vidéo YouTube de quelques minutes. Nous aurions aimé par exemple pouvoir vous parler de certains joueurs professionnels que nous aimons. Retrouvez Archéoludique et le Conservatoire du jeu sur son site internet, mais également sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pourboire sur Tipeee, ça nous aide et ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine, soyez ludiques. Par 3 gars de mon quartier, je me suis laissé entraîner dans un tripot la semaine dernière. Dans une salle enfumée, nous nous sommes installés autour d'une table de poker. On a enlevé nos vestons, commandé force boisson, puis la partie a commencé telle que je vais vous l'expliquer. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Ah, c'est merveilleux, on va jouer au poker. On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on écarte. J'en jette 3 car j'ai déjà une paire. Quand tout le monde a son jeu, on se regarde en chien de faïence. On essaie de lire dans les yeux du voisin plein de méfiance. Et j'ai pris 3 cartes et lui 2 cartes, vous combien de cartes? Moi juste une carte. Ah, faut se méfier, y a du bluff dans l'air. Je suis blinde, à toi de parler, dit au second le premier, et ce dernier s'écrie parole. Ah, vous êtes encore là? Bon, je vous dis à dans 3 mois. En attendant, on va vous proposer des épisodes d'Archéoludique Mini. À bientôt! Les crayons! C'est pas le pied.